Avec mon équipe, on a passé l'entièreté de l'année 2024 à essayer de comprendre le fonctionnement intrinsèque du marché des cryptos. J'ai pas encore tout compris, mais on a développé des thèses d'investissement qui ont marché sur 2024. Je vous ai parlé de Solana à 40$, de Nosana à 1,50$, de Sui à 1,50$, de MicroStrategy à 100$, de RSR avant qu'il fasse x6 et d'autres crypto-monnaies qui ont très bien performé. Donc j'ai un track record sur ces thèses qui est plutôt pas mal. Et dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer de vous donner mes thèses d'investissement pour 2025, comment je vais essayer de surfer cette année qui devrait être normalement extrêmement bonne pour les crypto-monnaies et quelles sont mes prédictions. Bon, en vrai, j'aurais très bien pu faire une vidéo où je vous dis que je pense que Bitcoin va aller à 120 000 et Solana à 500$ et vous faire une vidéo dans un an en vous disant regardez, j'avais tout juste. J'ai essayé dans mes thèses et mes prédictions de me mouiller, de vous donner certains détails, certaines précisions de la façon dont je pense que intrinsèquement le marché ira. Donc forcément en faisant ça, je sais très bien que je m'expose à certaines critiques parce que évidemment toutes les thèses ne se réaliseront pas, c'est normal. Donc je vous rappelle juste que ce sont simplement mes thèses d'investissement, que je ne suis pas du tout conseiller financier, je suis juste un mec avec un pull qui vous parle de crypto. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Lovic, j'ai 24 ans, ça fait 3 ans que je fais des vidéos sur cette chaîne sur le thème de l'investissement, de la finance et des cryptos. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue à tous, bonne année à tous et n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. C'est parti pour mes thèses d'investissement pour 2025. La première thèse, vous la connaissez, ça fait un moment que j'en parle, elle est concernant Solana. Solana, c'est l'altcoin qui occupe le plus de pourcentage de mon portefeuille. C'est une crypto-monnaie que j'avais laissée de côté pendant très longtemps pendant un moment parce que j'estimais que les fondamentaux manquaient encore de quelque chose pour investir dessus. Elle est redescendue à 7$ avec l'affaire FTX, je suis re-rentré en palier à partir de 50-60$ et maintenant elle représente ma plus grosse position parce que j'estime que c'est un excellent investissement pour cette année 2024. Je vais pas m'attarder dessus, j'ai déjà fait une vidéo complète sur le projet, mais globalement ça s'ancre dans la même thèse que je vous donne depuis un moment, qui est que je me dirige et j'alloue mon capital vers là où il y a de l'activité et de la liquidité, donc de l'utilisation et de l'argent sur le réseau. Actuellement, Solana, c'est de très loin le projet qui a le plus d'activité, le plus d'utilisateurs et le plus de capitaux. Si on regarde sur Artemis et qu'on compare l'évolution des différents projets, vous voyez qu'on a Solana en vert ici qui est toujours tout en haut. C'est le projet qui domine l'utilisation et là où les investisseurs sont globalement. C'est le projet qui a le plus d'adresses actives et surtout, un truc qui me rend très bullish pour cette année, c'est l'évolution de ce qu'on appelle la stablecoin supply, la quantité de stablecoin qu'il y a à l'intérieur de l'écosystème Solana, qui est en hausse quasiment exponentielle depuis le mois d'octobre. Vous voyez qu'on était à 3,4 milliards, là on est autour de 5,4 milliards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a énormément de liquidités qui sont en train d'affluer sur Solana et qui vont potentiellement se rebalancer vers le token Solana et vers les altcoins sur Solana. C'est un projet qui a une TVL en hausse permanente. Quand on était dans cette période-là, c'était la blockchain des mêmes coins. Maintenant, c'est la blockchain des agents IA, etc. Toujours est-il que ça reste sur la même thèse. Ce n'est pas Solana qui a besoin des mêmes coins pour exister. Ce sont les mêmes coins, ce sont les agents IA qui ont besoin de Solana pour exister. Et donc, il y a cette sorte de boucle où tous les projets se développent de plus en plus vers Solana parce que c'est là qu'est l'activité. Un élément que j'aime bien regarder aussi, c'est l'activité des développeurs sur Solana. Est-ce qu'il y a des développeurs qui choisissent d'allouer leur temps et leurs ressources pour créer leur projet sur Solana? Et si vous regardez ici, on a le classement des langages de programmation préférés des développeurs. Donc vous avez le Python, le C++, etc. Et en 14e position, ici, on a le Rust, le langage de programmation de Solana, qui a gratté 5 places, qui était 19e et qui est maintenant 14e. Ça veut dire que les développeurs aiment ce langage de programmation et aiment l'utiliser. Ce qui est très bon signe quand on compare par exemple avec le Solidity d'Ethereum, qui est là et qui est 39e, donc qui est beaucoup plus faible. Solana est aussi la blockchain qui a attiré le plus de nouveaux développeurs en 2024, même devant Ethereum. Les gens allouent leurs ressources sur Solana. Et ce qui est bien, c'est que sur Solana, on a un cocktail qui est très très intéressant. D'un côté, la spéculation va vers Solana, les DGN, les memecoins, les agents IA, etc., qui attirent énormément de liquidités, et c'est pas du tout un problème, c'est même très bon pour l'écosystème. Mais de l'autre côté, on a aussi, comme on le voit ici, de l'activité et du développement pur et dur qui se fait sur Solana, avec des projets long terme qui sont en train de se développer. Donc on a un peu le meilleur des deux mondes, on a l'aspect court terme et dégène avec les mêmes coins, agents IA, etc., la grosse spéculation, mais on a des très bons projets qui sont en train de se développer. Les institutionnels ont de plus en plus les yeux sur Solana. Vous voyez que sur Polymarket, on a 75% de chances d'avoir un ETF Solana approuvé en 2025. Il y a déjà des gros fonds comme Van Eck qui avaient déposé une demande et je pense que c'est qu'une question de temps avant que ça arrive, ce qui est excellent parce que forcément ça donne une crédibilité au projet et ça amène beaucoup de liquidité. Si on va faire un petit tour sur l'action de prix, on voit que Solana a fait un retest quasiment millimétré de son ATH de 2021. Donc forcément on est dans des grosses zones de résistance, mais ce qui est très intéressant c'est que si on regarde pas le prix mais qu'on regarde le market cap, on voit qu'il a largement été dépassé par rapport à son sommet de 2021. Et ça c'est extrêmement intéressant à prendre en compte, ça veut dire que malgré l'inflation, malgré le fait qu'il y ait des nouveaux jetons qui soient mis en circulation, le marché rachète Solana. Regardez aussi l'évolution du market cap,
cap, c'est extrêmement important. Si on regarde l'open interest, c'est-à-dire la quantité des contrats qui sont ouverts sur des positions futures sur un projet, on voit que forcément, on a Bitcoin et Ether qui ont énormément de liquidités et des gros open interest, c'est normal. Mais le troisième plus gros projet, c'est Solana. Malgré le fait que XRP soit beaucoup plus big que Solana en termes de market cap, BNB pareil, c'est Solana qui attire le plus d'open interest. Et en fait, c'est très intéressant à regarder parce que ça veut dire qu'on a énormément de capitaux qui sont en jeu et que forcément, il y a beaucoup de pression pour garder le prix pour l'instant dans une sorte de range. Déjà pour accumuler, forcément, parce qu'on a des très gros portefeuilles sur Solana, mais aussi pour venir se hedge en cas de downturn. Parce que Solana vient des prix qui est très faible, donc on a certaines personnes qui ont des profits non réalisés qui sont conséquents sur Solana, et donc ils vont se hedge et se protéger en utilisant ces produits dérivés. Ce qui fait que le prix est un petit peu rabattu dans une sorte de range comme ça, entre globalement 190 et 250. Par contre, dès qu'on aura une hausse de prix plus importante, je pense qu'on aura un effet domino avec tous les leviers qui vont sauter et qu'on risque d'avoir un repricing de Solana. C'est ma théorie personnelle. Solana pour moi est pas loin de ce qu'on appelle le Lindley Effect, c'est-à-dire le moment où un projet est dans le marché depuis suffisamment longtemps pour que tout le monde dise ok, il a tenu, il a passé l'épreuve du feu, il est validé. C'est le cas par exemple de Bitcoin, c'est le cas par exemple d'Ethereum, même de XRP, qui sont des projets qui sont là depuis très longtemps et qui sont acceptés sur le marché. Je pense que Solana est encore très polarisé et il y a beaucoup de gens qui aiment Solana, il y a beaucoup de gens qui détestent Solana parce qu'elle a encore cette étiquette de blockchain qui tombe en panne, de blockchain des mèmes, etc. En fait, c'est tant mieux parce que ça veut dire qu'on a encore énormément de place pour faire FOMO les gens qui vont se positionner dessus. Je vous ferai une vidéo complète dessus, pourquoi j'estime que Solana peut aller à 1000 $, mais c'est ma première prédiction. Je fais un petit point par rapport à ça, mais je dis 1000 $ parce que c'est un montant qui est symbolique. Par contre, ça veut pas dire que je prendrai jamais de profit avant 1000 $. Je vais prendre des profits par palier sur un range globalement entre 600 et 1200 $. Et c'est possible que Solana monte à 900 $, 950 $. Ma prédiction, c'est 1000 $, mais c'est pas pour cette raison-là que je ne vais pas vendre avant les 1000 $. Je tiens quand même à préciser. On passe à ma deuxième prédiction. Ma deuxième prédiction, c'est que Ethereum va performer en 2025 et même pour me mouiller un petit peu plus, Ethereum est peut-être le x2 le plus simple à faire en 2025. Ethereum est en retard. Pour l'instant, c'est un fait. Ici, vous voyez qu'on a la comparaison des 3 performances d'Ethereum par rapport à leur bottom de chaque cycle. Donc en bleu, vous avez depuis la création jusqu'en 2018, la performance d'Ether. En vert, vous avez l'Ether depuis 2018 jusqu'à 2022. Et en noir, de 2022, du bottom jusqu'à maintenant. Vous voyez que pour l'instant, Ethereum est un petit peu mou du genou. Et si on fait la même charte, mais cette fois en comparant Ether et Bitcoin, la charte en noir, vous voyez que Bitcoin surperforme complètement Ether par rapport aux anciens cycles. Donc pour l'instant, Ether n'a rien montré. Et on a ce doute qui plane sur les performances d'Ethereum. Par contre, malgré tout ça, pour venir contrecarrer un petit peu, je trouve que le marché sous-estime énormément l'impact des ETF Ether qui sont en vrai un franc succès et qui ont énormément d'inflow depuis ces derniers temps. On a de l'intérêt institutionnel sur Ether qui commence à arriver, malgré le fait que pour l'instant, le prix reste dans un range et que Ethereum ne fait pas énormément de vagues. Et derrière ça, pourquoi je pense que Ethereum est pour l'instant extrêmement sous-évalué, c'est que ce qui est cool avec Ethereum, c'est que malgré les fondamentaux, malgré l'activité, j'ai un avis là-dessus, mais on s'en fout complètement. En fait, malgré tout ça, il y a un truc qui est vraiment précis à Ethereum, c'est que dès que le marché monte, Ethereum monte, forcément, parce que c'est la deuxième plus grosse crypto-monnaie, mais dès que Ethereum monte, ça va extrêmement vite pour que les gens commencent à s'enflammer sur Ethereum et que Ethereum attire énormément la lumière. Dès qu'on a une montée de l'Ether, on a un enthousiasme ambiant qui se met extrêmement vite en place, ce qui entraîne forcément un FOMO et ce qui peut entraîner une montée de prix extrêmement rapide. En fait, Ethereum représente quelque chose. Elle représente le marché des altcoins. Et on a ce mythe de Bitcoin monte, puis Ether monte, puis les altcoins montent. Et donc forcément, si Ethereum monte, ça marque quelque chose. Ça y est, c'est le début de l'altcoin seasonal. Les altcoins performent. Et c'est pour ça que malgré tout ça, à partir du moment où le marché va monter, où toutes les crypto-monnaies vont monter parce qu'il y aura plus de liquidité, donc le niveau de la mer va monter, Ethereum va aussi monter. Et le fait qu'Ethereum monte un petit peu va créer un enthousiasme ambiant. Et c'est pour cette raison que je pense qu'Ethereum va performer pour 2025 et devrait arriver à des prix très intéressants. Et même historiquement, si on va faire un petit peu de rétro-trading, vous voyez qu'ici on a la charte d'Ethereum par rapport à Bitcoin. Donc si la charte monte, ça veut dire qu'Ethereum surperforme Bitcoin, et si elle descend, que Bitcoin surperforme Ether. Et en fait, on voit sur le dernier cycle que jusqu'à mars 2021, globalement, donc sur toute l'année 2020 et sur le début de l'année 2021, Ethereum n'a pas fait énormément de vagues par rapport à Bitcoin, et c'est que à partir du moment où la dominance a baissé et où l'altcoin season a commencé, donc à partir du deuxième trimestre 2021, globalement, que Ethereum a commencé à surperformer Bitcoin. Même si pour l'instant, factuellement, Ethereum est en retard,
ça veut pas dire que Ethereum ne va pas performer pour ce cycle. C'est ma deuxième prédiction, Ethereum va faire x2 à partir de maintenant, ce qui l'amènerait à peu près à 7000 $. Troisième thèse, Sui va faire un excellent run. Sui, c'est dans la catégorie des nouvelles blockchains de Layer 1, c'est un projet qui a été lancé pendant le dernier bear market, qui a levé 300 millions, je crois, et j'avais fait une vidéo sur le projet quand il était autour des 1,50$ et maintenant il vaut 5 $. C'est un projet qui a extrêmement bien performé ces derniers mois, et je pense que Sui va continuer de nous surprendre pour ce cycle de 2025. Et encore une fois, c'est à peu près la même thèse qu'avec Solana, c'est que je me concentre sur les projets qui ont de l'activité et qui attirent de l'utilisation. Et Sui fait partie des projets sur lesquels il y a le plus d'activité, il y a le plus de volume. C'est un projet qui veut se concentrer sur un mélange entre être très intéressant pour les utilisateurs Web3, mais aussi pour les utilisateurs Web2 en rendant l'utilisation de la blockchain très facile. C'est rapide, c'est pas cher, on peut connecter un wallet Sui avec un compte Gmail ou Facebook, et donc ils ont tout de réuni pour réussir à attirer et à jouer un petit peu le rôle de Polygon en 2021 par exemple. C'est un projet qui est en pleine expansion, on a un petit retracement ici, mais ils sont allés toucher les 2 milliards de TVL, ce qui est quand même assez énorme, c'est au-dessus de Avalanche, Cardano, NIR, EGLD, etc. Et si vous regardez la charte, là, c'est un projet qui attire énormément de volume sur cette fin d'année 2024 et le début de l'année 2025. Ce qui me rend aussi extrêmement bullish, c'est le fait que l'USDC soit maintenant natif sur Sui. Ça veut dire que sur la blockchain Sui, on peut utiliser du vrai, entre guillemets, USDC. Et ça paraît assez anodin, mais déjà ça débloque énormément de liquidité et surtout ça débloque de la crédibilité. Parce que Circle, qui est le créateur et le détenteur de l'USDC, ne se met que sur les réseaux qui ont de l'avenir. Et par exemple, si on prend Cardano, encore une fois, j'ai rien contre Cardano spécialement, mais c'est un projet qui se bat depuis des années pour avoir l'USDC natif sur le réseau et ça ne marche pas, ils ne l'ont pas. Je vous rappelle que Sui, c'est un projet qui a été créé par des anciens développeurs de chez Facebook qui ont créé leur propre langage de programmation, le Mauve, et apparemment c'est une petite révolution dans l'écosystème des développeurs. Et ça, c'est aussi extrêmement intéressant parce que je vous rappelle que le langage de programmation permet de créer des applications qui sont stables, d'attirer un maximum de développeurs et de mettre en place de la sécurité et de l'innovation. C'est un projet qui a des grosses libérations de jetons, ils ont levé 300 millions, donc forcément à un moment, il faut rembourser quelques personnes, et il y a 300 millions de jetons qui sont libérés tous les mois. Sauf que, si on regarde par exemple le mois de décembre, on voit que les libérations se font complètement ravaler. Donc malgré le nombre de nouveaux jetons, les gens continuent de racheter du Sui. Donc rien de nouveau, ça confirme ma thèse, je pense que Sui peut nous faire une très belle percée. J'ai des targets de prix entre globalement 10 et 20 $, et je pense que c'est l'une des blockchains qui va le plus nous surprendre. Ça fait partie aussi de ce narratif des blockchains de nouvelle génération qui va bénéficier du narratif des Solana Killers qui arrivera aussi très prochainement, même s'il faut quand même prendre en compte que Sui c'est un projet qui est beaucoup plus récent et que pour l'instant on n'a que 2 protocoles qui comptent pour 50% de la TVL. Donc je vais être un petit peu plus précautionneux et prendre des profits par palier beaucoup plus graduels. On passe à ma quatrième thèse. Je me positionne majoritairement sur les meilleurs projets, des meilleurs narratifs à l'intérieur des meilleurs écosystèmes. Ça fait un moment aussi qu'on en parle. Ce qu'on veut, c'est le meilleur gâteau du meilleur distributeur qui est positionné dans la zone avec le plus de gens qui passent. Pourquoi on veut les meilleurs projets à l'intérieur des meilleurs narratifs? Tout simplement parce qu'il y a des rivières qui ont plus de poissons. Et certains narratifs vont amener de la liquidité indépendamment des projets qu'il y a dedans. D'accord? Si demain, Larry Fink, CEO de BlackRock, parle de la tokenisation des actifs réels, donc des real world assets, le narratif des real world assets va bénéficier d'un afflux de liquidités. Donc les narratifs attirent des liquidités. Nous, ce qu'on veut, c'est les meilleurs narratifs, les narratifs qui attirent le plus de liquidités, forcément. Pourquoi? Parce que la liquidité va se retransmettre sur les projets. Donc on veut les projets qui sont à l'intérieur des meilleurs narratifs. Par contre, on veut les projets à l'intérieur des meilleurs narratifs, mais aussi à l'intérieur des meilleurs écosystèmes. Pourquoi? Parce que si un projet est situé dans un écosystème qui n'a aucune activité, sur lequel il n'y a pas d'utilisation, il n'y a pas de volume, il n'y a pas de revenus, il n'y a pas de profondeur de liquidité, et bien au final, déjà le fait qu'il n'y ait pas de profondeur de liquidité, ça va bloquer les gros portefeuilles qui ne pourront pas rentrer sur le projet parce qu'il n'y aura pas assez de profondeur, ça va trop faire bouger les prix, et surtout parce que forcément, plus il y a du trafic, indépendamment des projets, indépendamment des narratifs, plus forcément il va y avoir des liquidités qui vont se déverser. Si on a un distributeur automatique où dedans il n'y a que des bounties, c'est dégueulasse, les bounties on est d'accord, mais si vous le mettez dans un endroit où il y a énormément de trafic, malgré le fait que les bounties ça soit dégueulasse, il va quand même y avoir des gens qui en achèteront parce qu'il y a plus de gens qui passent de manière proportionnelle. Donc on veut les meilleurs projets à l'intérieur des meilleurs narratifs dans
les meilleurs écosystèmes. Les meilleurs écosystèmes, c'est quoi? C'est Solana, Base et Sui. Pour l'instant, c'est là qu'est l'activité. On va surveiller, c'est pas impossible que ça change en 2025. Il va falloir regarder les métriques, mais pour l'instant, c'est ici. Et j'ai même envie d'affiner cette thèse pour aller un petit peu plus loin, c'est que je me positionne sur les meilleurs projets à l'intérieur des meilleurs narratifs qui n'ont pas encore performé dans les meilleurs écosystèmes. Ça fait un an qu'en live ou dans des vidéos, je parle des agents IA. Il y a 3-4 mois, j'en parlais en live, je parlais de Fala, de certains projets. Personne posait vraiment de questions parce que, ouais, ok, les agents IA, c'est cool, mais on comprend rien. Et d'un coup, les agents IA ont explosé et tout le monde a voulu se ruer sur les agents IA. Sauf que c'est pas quand Virtuals et les meilleurs agents IA ont déjà fait x100 que les plus gros gains sont là. C'est quand il y a absolument aucun intérêt, que les gens ne comprennent pas vraiment comment fonctionne le narratif, qu'il faut commencer à se positionner. Donc je vais vraiment faire attention à me positionner sur les meilleurs narratifs qui n'ont pas encore performé. Les meilleurs narratifs, vous les connaissez déjà, c'est l'IA, les agents IA, les Real World Assets, les DePIN, la DeFi, les Layer 1 et les protocoles de produits dérivés. Les meilleurs narratifs, ça veut dire quoi? Ça veut dire les narratifs qui sont susceptibles de faire FOMO le plus d'acteurs possible en même temps, une période de temps. Donc en gros, plus la liquidité est profonde, plus les gros capitaux peuvent aussi FOMO. C'est un énorme catalyseur pendant un bull run, donc je veux un narratif qui a énormément de liquidité et c'est ce que je recherche. Meilleur, ça veut aussi dire ceux qui sont facilement trouvables par le marché, ceux qui sont compréhensibles. Pourquoi? Parce que les gens qui ont de l'argent veulent comprendre un minimum dans quoi ils investissent. Donc il faut que ça soit des narratifs qui soient un petit peu mainstream. Les agents IA, on comprend ce que c'est. Les 7K roll-up, on comprend pas ce que c'est. L'IA, on comprend. Les DePIN, on comprend. Le gaming, on comprend. Il faut que ça soit compréhensible de manière très facile pour la plupart des gens. Et je veux les meilleurs projets à l'intérieur de ces narratifs. Les meilleurs projets, encore une fois, vous connaissez, je vous donne une liste non exhaustive quand même. Ça va être tout ce qui est Render, NIR, Akash, Pendle, Sui, Tao, Radium, Nosana, Topat, etc. Cinquième thèse, je pense que les DePIN sont encore très sous-évalués. Les DePIN, c'est l'infrastructure décentralisée, c'est venir fournir de la puissance de calcul. C'est j'ai un ordi qui a du stockage disponible que j'utilise pas, je vais venir proposer mon stockage sur un réseau à quelqu'un qui en a besoin et je vais être récompensé pour ça. Et je pense qu'actuellement, les projets DePIN sont encore très sous-évalués et n'ont pas performé comme ils le devraient. Si on regarde un petit peu, ici on est sur un dashboard d'une qui répertorie en gros les performances des différents narratifs depuis 2017. Et regardez si on prend l'IA, la charte orange, vous voyez que à droite là, en mars 2024, l'IA a extrêmement bien performé. Si on prend les Real World Assets, la petite charte bleue, bon c'est pas hyper visuel, mais c'est un peu pareil. Maintenant, si on va chercher les DePIN, regardez les DePIN, et vous voyez que en 2024, on a été sur un grand range d'accumulation où le narratif n'a pas énormément performé au mois de mars. Je pense qu'on est sur un narratif qui est dans une énorme période d'accumulation et qu'on aura un breakout en 2025. Pour l'instant, les DePIN sont pas encore sur le devant de la scène et c'est ce que je vous disais quand je vous parlais d'investir dans des narratifs qui n'ont pas encore performé. Il n'y a pas encore eu ce FOMO des retardataires. Mais quand Bitcoin va commencer à faire une petite montée et qu'on aura de l'afflux de liquidité sur ce narratif, qui est un narratif qui a une belle proposition de valeur, ça va aller extrêmement vite pour qu'on ait beaucoup d'agitation et de FOMO sur ce narratif. On peut même avoir des ETF spécialisés sur les DePIN. En fait, c'est l'avantage et l'inconvénient d'avoir un projet qui est moins spéculatif que les autres. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus compliqué d'aller chercher le tout petit projet d'épine qui va se valoriser parce que c'est pas comme un meme coin, c'est pas de l'économie de l'attention complètement. On va regarder combien il y a de machines qui sont proposées, combien il y a de nœuds sur le réseau, etc. Donc ça attire un petit peu moins les retail, par contre ça attire beaucoup plus les institutionnels qui peuvent largement faire un petit peu comme les Real World Assets et finir par se positionner sur les DePIN. Donc je pense qu'on va avoir un pump de narratif extrêmement violent quand il va arriver et pour l'instant les prix restent encore très bons pour venir renforcer ses positions. Thèse suivante, BitTensor est encore extrêmement sous-évalué, mais attention à la redescente. BitTensor, ça fait un long moment qu'on en parle, je pense que vous êtes beaucoup à être positionné sur le projet, j'avais fait une vidéo quand il était à 40$, il est monté jusqu'à 800, actuellement il est autour des 500$, et ça fait partie des gros projets qui ont beaucoup de hype actuellement. Je pense que BitTensor est encore extrêmement sous-évalué au prix auquel il est. BitTensor, c'est le leader des crypto-monnaies du narratif IA et il est extrêmement relié aux news de OpenAI. En 2025, OpenAI a annoncé qu'ils allaient lancer OpenAI 0.3, donc une version améliorée sûrement de ChatGPT et des produits IA. Donc c'est forcément quelque chose d'extrêmement bullish, en plus du fait que BitTensor commence à avoir pas mal d'intérêt institutionnel. On a DCG, qui est l'une des sociétés d'investissement les plus influentes du monde, qui contrôle notamment Grayscale Investment ou Coindesk si vous connaissez, qui a lancé en novembre Yuma, qui est un programme d'incubateur de projets spécialisé dans l'IA décentralisée. Donc c'est vraiment big, c'est porté par Barry Silbert qui est vraiment
quelqu'un de très important dans le milieu. Ils ont déjà 7 subnets de Tao dans leur portefeuille, ils vont leur donner des ressources, de l'argent, des capacités, etc. Et on sent qu'il commence à y avoir un intérêt institutionnel sur l'IA décentralisée. En plus de ça, ils ont annoncé le lancement dans quelques temps des DTAO, donc des Dynamics TAO, qui est en gros un système qui va être mis en place dans quelques semaines ou quelques mois, où les contributeurs au réseau Bit&Sor, sur tous les subnets, sur tous les sous-réseaux de Bit&Sor, vont être récompensés en jetons DTAO, qui est une sorte de version alternative du Tao qu'on pourra utiliser à l'intérieur du réseau. S'ils veulent les jetons DTAO, ils vont pouvoir les convertir en Tao pour les vendre, mais l'idée c'est vraiment de diminuer la centralisation, surtout quand on sait que 67% des jetons Tao stakés sont contrôlés par seulement 7 validateurs. La puissance de Tao, elle repose surtout dans ses subnets. Les subnets, c'est des sous-réseaux du réseau Tao qui utilisent la structure de Tao pour créer plein d'applications dans différentes tâches spécifiques. Actuellement, on a 64 subnets différents, mais maintenant les subnets, ils vont pouvoir avoir leur propre token, ce qui est déjà le cas pour certains. Et déjà, c'est une opportunité, mais j'aime beaucoup la façon dont les développeurs l'amènent. Il va y avoir une sorte de pool de liquidité par subnet, où il va falloir staker des Tao pour avoir des jetons de subnet. Donc forcément, l'idée, c'est de venir forcer les investisseurs à réfléchir où ils allouent leurs jetons, et pas à spread et à allouer leur liquidité comme des gros sacs en achetant tous les tokens du subnet. Bit&Sor est en train de construire quelque chose d'extrêmement grand. Par contre, attention, sur les 8,1 millions de jetons Tao qui sont en circulation, il y en a plus de 6 millions qui sont stakés. Ça fait 74% des jetons Tao qui sont stakés actuellement. Donc forcément, déjà, ça crée beaucoup d'inflation, mais en plus de ça, au bout d'un moment, les gens vont déstaker et ils vont vendre. Et surtout, ça fait que la supply en circulation, elle est beaucoup plus faible et que Tao est donc extrêmement sensible à la volatilité. Donc oui, ça peut monter très haut. Par contre, je pense que Tao va vraiment se faire allumer en début de bear market et que ça peut être assez violent dans la vitesse où ça se passe. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel je vais faire très attention, c'est de prendre des profits par palier sur Tao. Je fais de temps en temps des accompagnements individuels où j'aide les gens à challenger et à structurer leur stratégie pour ce bull run. Vous pouvez m'envoyer un mail d'ailleurs si ça vous intéresse. La quantité de gens qui ont Tao en profit et qui ont Tao en plus grosse position est aberrante, vraiment. Et c'est absolument impossible que tout le monde sorte en profit sur Tao. Et je pense que c'est un projet qui peut monter très haut, qui montera largement à 4 chiffres, je pense, mais qui va aussi être extrêmement violent dans la redescente. Donc n'oubliez pas de prendre des profits sur Tao. Thèse suivante, on aura un narratif des Solana Killers. Une fois que Solana aura bien performé, je pense qu'on aura exactement le même type de pattern que les Ethereum Killers, mais pour Solana. Vous voyez qu'en 2021, quand la dominance est retournée en zone de surchauffe là pour la 3e fois, donc pendant la 3e vague de spéculation, c'est là qu'on a eu le narratif des Ethereum Killers. Les Solana, Polkadot, Avalanche, etc., toutes les blockchains qui allaient surpasser Ethereum, qui ont toutes top à ce moment-là, en même temps qu'Ethereum. Et je pense qu'on aura encore une fois ce narratif. Est-ce qu'il s'appellera Ethereum Killer ou Solana Killer? Je sais pas. Mais une fois que les liquidités arriveront sur Ethereum et sur Solana, ça va être la course à qui a la plus grosse blockchain. Et à mon avis, ceux qui ressortiront vainqueurs de tout ça et qui prendront le plus de liquidités, ça sera les nouvelles blockchains. Donc tout ce qui va être Sui, Sei, Aptos, NIR, Toncoin, etc., qui vont bénéficier des liquidités et qui vont réussir à capter énormément de capitaux. C'est ma thèse sur ce narratif des Solana Killers. Est-ce qu'il s'appellera Solana ou Ethereum? J'en ai aucune idée, mais en tout cas, la finalité sur nos portefeuilles sera la même. L'IA sera sûrement le plus gros narratif de l'année. En fait, c'était trop évident pendant toute l'année 2024 que l'IA était un narratif énorme, et donc il a fallu semer le doute. C'est pour ça qu'on a eu une grande session d'accumulation sur les projets IA, parce que si c'était évident pour tout le monde, ça performerait juste pas parce qu'on n'aurait pas de nouveaux entrants. Mais je reste persuadé que l'IA sera très sûrement le plus gros narratif de cette année. C'est indéniable. Le narratif de l'IA sur la blockchain, c'est séparable en plein de sous-parties différents. On a les modèles d'IA classiques et décentralisés, les fournisseurs de data, les projets d'infrastructure, les agents autonomes, etc. Actuellement, c'est clairement le secteur qui occupe l'attention et je pense que tout au long du bull run, on aura différents sous-narratifs à l'intérieur de l'IA qui vont venir. Attention quand même, petit disclaimer, je pense que 99% des projets IA qui vont être créés ou qui sont déjà créés sont des coquilles vides absolues. Donc oui, il y a potentiellement de l'argent à faire, mais il n'y a pas spécialement besoin d'aller chercher la petite crypto-monnaie qui va performer. Ma stratégie derrière ça, c'est d'allouer un gros pourcentage de mon portefeuille sur les leaders sans me prendre la tête. Et ensuite, pour aller chercher les gros multiples, parce que je pense qu'on peut quand même faire des très bons multiples, je vais me concentrer uniquement sur les projets d'infrastructure. Les projets qui permettent de lancer des crypto-monnaies, un petit peu comme Virtuals avec les agents autonomes, et pas spécialement les agents autonomes. La raison de ça, c'est que j'estime que c'est trop peu rentable de venir essayer de trouver la crypto-IA qui va capter l'attention. Alors que de l'autre côté, par contre, les projets d'infrastructure sont beaucoup plus évidents. Au lieu de trouver le même coin qui performe, il faut trouver la plateforme qui permet de lancer le plus de même coin facilement. C'est comme ça par exemple que j'ai pu rentrer sur TopHat à 15 millions de market cap, je vous en avais parlé en live, parce que TopHat c'est la plateforme qui permet de lancer des agents IA sur Solana. En ce moment je suis en train de bosser sur un gros dossier que je vais sortir sur Crypto Recherche sur les agents IA et sur les projets que j'estime le plus intéressants d'un point de vue
investissement. Si ça peut vous intéresser, le lien de Crypto Recherche est dans la description. La dernière thèse, c'est le fait que la tokenisation des produits dérivés va s'accélérer très fortement en 2025. Quand l'euphorie commence à monter et qu'on a énormément de particuliers qui se décident à rentrer sur le marché des cryptos, évidemment qu'ils rentrent tous en spot. Mais pas que. Il y a aussi tous les produits dérivés, comme par exemple les perpetuals. Et c'est tout à fait logique, c'est des produits qui permettent, s'ils sont bien utilisés, de faire énormément de gains très rapidement. Et ça correspond exactement à l'ambiance d'un bull run, d'un marché parabolique. Quand un marché est en train de se créer, il va d'abord développer le cœur de son activité, et ensuite il va y avoir des produits financiers qui vont venir se greffer petit à petit à ce marché principal, et qui vont répondre à des besoins différents et faciliter des actions. Et je pense que c'est ce qui va se développer dans les prochains mois sur l'écosystème. On a commencé par le spot, c'est-à-dire acheter des crypto-monnaies tout court en fait, et ensuite on a plein de protocoles qui sont développés autour, du staking, du lending, etc. Et je pense que le prochain sur la liste, ce sont les protocoles de produits dérivés, et en particulier les perpetuals et les options. Si on regarde un petit peu sur le dernier cycle, on n'avait pas, ou en tout cas pratiquement pas, de protocole qui nous permettait d'utiliser des produits dérivés de manière décentralisée. Ce qui se développait beaucoup à l'époque, c'était les produits sur les exchanges, les Binance, FTX, etc., mais centralisés. Et depuis quelques temps, il y a DYDX qui est arrivé, il y a Hyperliquid qui a fait énormément de bruit, il y a Jupiter aussi, qui attire pas mal de parts de marché. Je pense que pour ce cycle, avec l'arrivée des institutionnels, avec la professionnalisation entre grands guillemets de ce marché, on va avoir une explosion des protocoles de perpetuals et du volume sur ces perpetuals. C'est logique parce que c'est un produit qui a énormément d'avantages. Ça augmente la liquidité, on peut trader 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dessus, avec des horaires qui sont limités, il y a une meilleure transparence, une meilleure traçabilité. C'est une évolution logique de ce type de produit sur un marché qui est en train de se développer. Donc je pense qu'il y a un truc très sympa à faire sur ces protocoles de perpetuals. Voilà globalement toutes mes thèses d'investissement et la façon dont je vais essayer de me positionner pour ce cycle. En soi, ce que je vais surtout essayer de faire, c'est de pas changer l'entièreté de mes thèses et de mes stratégies en bull run. Ce qui est quand même quelque chose de très tentant. On a envie en bull run, vu qu'il y a plein de choses nouvelles, de trouver l'opportunité qui va nous mettre bien, parce que forcément, il y a pas mal de gens qui ont des petits portefeuilles et qui veulent aller chercher des fois 50, des fois 100, des fois 200. Mais en soi, si on a bien fait notre taf en 2023, en 2024, qu'on a accumulé des projets de qualité, on n'a pas spécialement besoin de forcément aller plus loin. On va faire le point dans un an. Est-ce que les thèses auront marché? Est-ce que j'aurais eu tout faux? Est-ce que j'aurais eu certaines de justes et lesquelles? Je vous rappelle que ce sont des thèses qui sont extrêmement personnelles, d'accord? Faites vos propres thèses. C'est basé sur mon profil, mon type d'investissement, mon portefeuille, etc. Mais en tout cas, je pense que 2025 peut être une excellente année pour tout le monde. N'hésitez pas à me donner vos thèses dans les commentaires, et si c'est pas encore le cas, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. On n'est pas loin des 100 000. Ça serait pas mal qu'on les atteigne en 2025 et qu'on aille encore un petit peu plus loin. L'objectif, c'est ATH du nombre d'abonnés de la chaîne plus haut que Bitcoin en 2025. Et je pense que ça se fait. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était Yeril et je vous souhaite une très bonne année, une très bonne semaine. Ciao les potes.